Salut. Alors, après avoir parlé de la force juridique supérieure à tous les autres textes juridiques de la Constitution, on va parler des enjeux politiques nombreux et cruciaux de la Constitution. Avant de lister ces enjeux, je voudrais rappeler que depuis 2005, je prétends que l'émancipation des hommes par rapport aux dominants du moment dépend de leur aptitude à reprendre eux-mêmes le contrôle du processus constituant. Le processus constituant, c'est celui par lequel on écrit les règles de la représentation. Et ces règles, on les appelle la Constitution. Et on l'appelle la Constitution parce que ce texte supérieur constitue un groupe d'humains en peuple. Alors on me répond souvent que mon idée fixe d'une nécessaire mutation des électeurs en citoyens constituants, on me dit c'est une marotte, une lubie, une obsession, et qu'en fait rien ne justifie de se concentrer comme ça sur la Constitution, puisque l'expérience, l'histoire, montre que malgré les constitutions qu'on voit partout dans le monde depuis 200 ans, les dominants continuent à exploiter les dominés, et même de plus en plus, on dirait. Et je réponds que toutes ces constitutions, en fait, sont des fakes. Je les considère comme des fausses constitutions. Et c'est ça qui explique que malgré elles, la domination perdure. Je pense que pour qu'on puisse parler de constitution, il faut qu'il y ait des citoyens constituants, que je considère comme des soldats démocratiques qui sont chargés, qui se chargent de l'écrire, de la surveiller et de la modifier quand il y a des choses à faire, des modifications à effectuer. Et ce qui compte donc, c'est pas la Constitution, c'est la mutation des humains qui redeviennent vigilants par rapport au pouvoir. Donc dans cette partie, je vais parler des enjeux politiques d'une constitution, de tous les points qui devraient être traités dans la constitution pour nous permettre, pour nous garantir, quels que soient les hommes politiques au pouvoir, quels que soient les décideurs en place, quels que soient les hommes, les personnes, les individus, peu importe les individus si on a de bonnes institutions, nous permettent de garantir la paix, la justice et la prospérité. Rien que ça. Alors, un des enjeux fondamentaux d'une constitution, un enjeu c'est ce qu'il y a à gagner et à perdre sur une question, c'est que c'est dans la constitution que le pouvoir peut déclarer la guerre. Et qui peut le faire sans demander la permission à ceux qui vont la faire. Dans la Constitution, nous pourrions décider qu'aucune guerre n'est possible sans référendum. Et qu'une fois la guerre votée, ceux qui ont voté oui à la guerre doivent partir la faire au front, le plus dangereux, sans aucune exemption possible. Ça ralentirait sans doute les ardeurs belliqueuses des va-t-en-guerre qu'on voit passer à la télé tous les jours. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un peu partout dans le monde, les politiciens peuvent déclarer la guerre. Alors pourquoi est-ce que c'est dangereux que l'exécutif puisse déclarer la guerre? C'est très important ça. Il faut l'apprendre à nos enfants. Qu'ils soient agresseurs ou agressés, un pays en guerre est en danger de tout perdre. Perdre la vie, perdre la paix, perdre la liberté, les ressources, la dignité, puis en général le bonheur, quoi, hein. La guerre, c'est un risque considérable de malheur généralisé. Ce grand danger justifie donc une mobilisation totale. Tous les moyens vont être très naturellement mobilisés en cas de guerre. La peur de mourir justifie mécaniquement
plein de sacrifices qu'on n'aurait jamais consentis s'il n'y avait pas eu de guerre. Et c'est normal. C'est logique d'accepter les sacrifices pour ne pas mourir. Mais tous les tyrans du monde savent ça. Ils savent que tous les humains du monde sont d'accord pour devenir parfaitement dociles en cas de guerre. Et c'est donc très tentant pour les tyrans de favoriser et même souvent de créer de toutes pièces une guerre permanente pour dominer légitimement, sans résistance, sans opposition. Pour éviter ces intrigues, les citoyens dignes de ce nom ne laissent pas les représentants déclarer la guerre. Il n'y a que les citoyens appelés à faire la guerre eux-mêmes qui sont légitimes pour la déclarer. Et c'est dans la Constitution qu'il faut l'écrire. Alors, autre enjeu politique de la Constitution, c'est dans la Constitution que les représentants n'ont aucun compte à rendre. C'est parce qu'ils n'ont aucun compte à rendre qu'ils peuvent voler, mentir, trahir au dernier degré, impunément. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est parce que c'est prévu dans la Constitution qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Vous pourriez très bien, si vous écriviez une Constitution d'origine citoyenne, programmer la reddition des comptes et la punition de ceux qui ont fauté, de ceux de vos représentants qui vous ont mal représenté. Pourquoi vous vous en fichez que les représentants aient aucun compte à vous rendre? C'est bizarre. C'est là que c'est écrit, ou pas écrit. Alors, on s'en occupe ou pas? Autre enjeu politique fondamental de la Constitution. C'est dans la Constitution que les élus ne sont pas révocables. C'est la Constitution qui pourrait l'être. Si nous écrivions la Constitution, on les rendrait révocables, évidemment. Et si c'est eux qui écrivent la Constitution, ils vont prévoir qu'ils ne sont pas révocables, parce qu'ils ont un intérêt personnel. Mais vous préférez quoi? Quand vous considérez que celui qui est en place est un mauvais représentant, vous voulez le virer? Ou vous acceptez de le supporter jusqu'au bout, même s'il détruit tout, même s'il trahit tout le monde? Il faut le garder? C'est dans la Constitution que ça se passe. Comment ça se fait que vous en foutiez? C'est pas grave de garder un traître au pouvoir sans pouvoir rien faire? C'est dans la Constitution que ça se décide en tout cas. Autre enjeu politique fondamental de la Constitution. C'est dans la Constitution qu'est fixé le mandat des représentants. Le mandat, c'est leur mission, c'est leur travail, c'est ce qu'on attend d'eux. Alors, il y a deux grands cas de figure. Les représentants peuvent être des maîtres, comme ils le sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils décident tout à notre place. Nous ne pouvons décider de rien et nous n'avons pas voix au chapitre du tout. On ne peut même pas protester quand on n'est pas content. Mais il y a une autre possibilité, c'est que les représentants, dans la Constitution, on décide que ce sont nos serviteurs. Ça veut dire serviteurs, ça veut dire qu'ils nous aident. Par exemple, ils pourraient nous préparer les lois, parce que ça on n'a pas envie de le faire, et puis ensuite ils pourraient nous les proposer, nous les présenter, et puis on voterait pour ou contre, par référendum, sur toutes les lois qu'on considère comme importantes. Et ça c'est un autre mandat. Si vous préférez ce mandat-là, vous êtes légitime, mais il faut comprendre que c'est dans la Constitution que ça se décide. Et que si vous laissez les élus écrire la Constitution, eux, ils vont préférer le mandat dans lequel ce sont les maîtres. Mais ce n'est pas à eux de décider ça, c'est à vous. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Si vous préférez que que les représentants soient vos serviteurs, c'est incohérent de vous désintéresser de la Constitution. Autre enjeu politique fondamental de la Constitution. C'est dans la Constitution que les mandats ne sont pas courts. Ils sont longs. 5, 6 ans. Alors qu'ils pourraient être d'un an. Ça se discute. Et
Parce que le pouvoir corrompt, mais il faut du temps. Et c'est parce que les gens sont longtemps au pouvoir que la corruption s'installe. C'est dans la Constitution aussi que les mandats sont renouvelables. C'est-à-dire que les mandats peuvent être encore plus longs que le mandat d'origine. Ils sont renouvelables, renouvelables, renouvelables. Donc les hommes au pouvoir restent au pouvoir et se transforment. Hein, le pouvoir corrompt. Et c'est dans la Constitution que les mandats sont cumulables. C'est-à-dire que le même représentant peut avoir plusieurs mandats. Il y en a qui en ont 10 mandats. Comme si le fait de n'en avoir qu'un et de se dévouer, de donner tout son temps à ce mandat, n'avait pas d'importance. Et cette non-limitation des mandats va produire une caste de politiciens indéboulonnables, toujours les mêmes. Et cette professionnalisation de la politique, tout le monde s'en plaint, sans observer que c'est dans la Constitution que c'est écrit. Et pour l'instant, ce sont les élus, ce sont les représentants qui écrivent la Constitution. Donc c'est normal qu'ils ont intérêt à des mandats longs, renouvelables, cumulables. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui êtes légitime pour écrire ça, c'est pas eux. Hein. Et c'est écrit dans la Constitution. Vous ne devriez pas vous désintéresser de la Constitution. Autre enjeu politique fondamental de la Constitution. C'est dans la Constitution que on ne peut pas choisir librement nos candidats. Nos candidats nous sont imposés par les partis politiques, par les plus riches. On a le choix pour l'instant entre crapule A, crapule B, crapule C. Et pourtant, il y a des gens qu'on connaît, qui sont des gens bien, on les connaît. On sait que c'est des gens bien. On voudrait bien les élire, on ne peut pas. Donc, c'est dans la Constitution, ça, que vous pouvez choisir le mode de scrutin, que vous pouvez choisir l'ouverture des élections à n'importe quel candidat, sans qu'il y ait cette règle du parrainage, par exemple. C'est incroyable qu'ils se protègent entre eux comme ça, les élus, en empêchant ceux qui leur déplaisent, même d'être candidats. La règle des parrainages. C'est mafieux. C'est une mafia qui se protège de vous. Bon, le fait qu'ils l'aient écrit, eux, se comprend. Ils y ont un intérêt. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes favorable à ça? C'est dans la Constitution que ça se décide. Donc, si vous voulez avoir une liberté de choix des candidats, il faut vous occuper de la Constitution. Vous ne pouvez pas vous en désintéresser. Encore un enjeu politique fondamental de la Constitution. C'est dans la Constitution que nous est imposé le mode de scrutin humiliant, uninominal, majoritaire, à 2 tours. Celui qui nous contraint à exprimer un suffrage caricatural, toutes mes voix pour lui et rien à tous les autres. C'est vexant. Notre pensée est plus subtile, plus nuancée, nous avons un avis sur chaque candidat. Il faudrait qu'on puisse évaluer chaque candidat. Il y a d'autres modes de scrutin, bien sûr, que cet abominable. Regardez, cherchez sur Internet le jugement majoritaire. C'est le meilleur des modes de scrutin qui nous permet de donner une opinion nuancée, complexe sur chacun des candidats. C'est un mode de scrutin. Le vote à points aussi vous permet de donner. C'est ces modes de scrutin qui nous respectent, qui respectent notre suffrage, qui respectent notre volonté,
nous permettent de donner des points positifs et variables d'un candidat à l'autre, et sur tous les candidats, et nous permettent de donner des points négatifs quand on a peur de certains candidats. Tout ça est très important, complètement négligé, méprisé dans la Constitution actuelle. Mais si vous écriviez vous-même la Constitution, vous prévoiriez sûrement un mode de scrutin qui vous respecte mieux. C'est pas normal que vous vous foutiez de la Constitution. C'est beaucoup de vos malheurs, beaucoup de du drame de notre mauvaise représentation se joue là. Encore un enjeu politique important de la Constitution. C'est dans la Constitution que les représentants se sont arrogés le droit extravagant d'écrire eux-mêmes, de modifier à leur guise le code électoral. Je donne des exemples, mais c'est à foison. Par exemple, le découpage des circonscriptions par les représentants eux-mêmes, qui favorise nos candidats et qui permet de défavoriser nos adversaires, ce qu'on appelle le charcutage électoral. L'utilisation des machines à voter, qui est absolument scandaleux. Les machines à voter sont opaques et invérifiables, le lieu de toutes les fraudes. Nous ne pouvons absolument, personne ne peut vérifier ce qui se passe avec les machines à voter. On devrait tous les casser. L'utilisation du vote par correspondance, qui est mondialement connue comme la procédure de toutes les fraudes. C'est enfantin de frauder avec le vote par correspondance. C'est une blague. Ça rend l'élection fantasque. Le décompte des voix par le parti majoritaire. Ça est marrant, quoi. C'est Hollande qui a compté les voix de Macron, qui était son chéri. Etc. quoi. C'est incroyable que ce soit le parti au pouvoir qui compte les voix de ses adversaires. L'obligation d'un parrainage non anonyme des candidats par les élus. Le fait que les élus puissent dire lui non, non, il ne peut pas être candidat. Il ne pourra pas entrer dans notre caste. Mais ça n'a rien à voir avec le bien commun. C'est une caste politicienne qui s'organise entre elles pour servir ses seuls intérêts. Le règlement intérieur des assemblées qui est écrit par les élus eux-mêmes, c'est pas bien. Le règlement intérieur des assemblées devrait être écrit par d'autres. Il y a un très beau projet qui a lieu en ce moment, je vous en reparlerai. Un projet d'écriture d'un règlement intérieur vraiment démocratique, épatant. Rien à voir avec rien à voir avec les règlements intérieurs actuels. Bon, c'est à nous d'écrire tout ça. C'est pas du tout aux représentants d'écrire le code électoral, évidemment. Point 9. C'est dans la Constitution que les représentants sont élus et pas tirés au sort. Et c'est dans la Constitution qu'ils se sont mis à l'abri de tout contrôle citoyen. Au lieu de rendre des comptes, d'être évalués, d'être révocables à tout moment. Et tout ça entraîne la formation de partis et ça entraîne la professionnalisation de la politique que tout le monde critique, que tout le monde déplore, mais sans jamais s'en prendre aux causes, sans jamais réfléchir à la Constitution et qui écrit la Constitution. Si on choisissait le tirage au sort dans la Constitution, on aurait la rotation des charges. Mécaniquement, c'est jamais les mêmes qui sont tirés au sort. Ça tourne forcément. Et ça donne de l'amateurisme politique. Et l'amateurisme politique, c'est la caractéristique de la démocratie. Hein. Et s'ils sont évalués, contrôlés et rendus révocables à tout moment, ils vont mieux se comporter. Donc en fait, tout ça dépend de nous. Il n'y a que nous pour écrire ça.
c'est pas la peine de vous faire un dessin, bien sûr, si jamais les élus écriront, jamais les élus institueront le tirage au sort dans la Constitution. Ils ne pourraient plus être élus s'ils faisaient ça. Donc ils ne feront pas ça, et jamais non plus les élus n'institueront le contrôle sévère, réel, quoi. Hein. Les élus, avec leur révocabilité à tout moment, ils ont un intérêt personnel contraire à ça, ils ne le feront jamais. Il n'y a que nous pour faire ça. Donc je ne comprends pas qu'est-ce qui vous conduit à ne pas vous occuper de la Constitution. Je trouve ça suicidaire. Un autre enjeu politique majeur de la Constitution, c'est le fait que les citoyens n'ont aucun moyen de se défendre eux-mêmes contre leurs représentants, même quand ces représentants prennent des décisions iniques ou votent des lois scélérates, comme on dit. Même dans ces cas extrêmes, nous n'avons aucun moyen de nous défendre contre nos représentants. Les seuls moyens que nous ayons de nous défendre contre les représentants, ce sont d'autres représentants qui sont nommés de la même façon, contrôlés de la même façon, corruptibles et corrompus de la même façon. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer un système qui nous permette de contrôler nous-mêmes, d'inquiéter les pouvoirs, parce qu'il est important que les pouvoirs aient peur de quelque chose. Il faut qu'on apprenne à enseigner ça à nos enfants. Il faut que tout pouvoir ait quelque chose à craindre. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait inquiéter d'une façon incorruptible les pouvoirs de façon à n'en avoir rien à craindre? Il me semble que sur le modèle des jurys d'assises, qui, comme vous savez, sont tirés au sort, nous pourrions, au moment d'écrire notre Constitution, nous pourrions penser à des chambres de contrôle populaire tirées au sort, qui seraient dédiées à chaque pouvoir. Il y aurait la chambre de contrôle populaire des parlementaires, il y aurait la chambre de contrôle populaire des ministres, la chambre de contrôle populaire des médias, la chambre de contrôle populaire des fonctionnaires, peut-être de la police particulièrement, de l'armée. Il y aurait la chambre de contrôle populaire pour chacun des pouvoirs. Mais donc, c'est très important ce qu'on pourrait mettre là dans la Constitution, et ce qui pour l'instant n'y est pas. Donc il y a un enjeu politique important, et tout le monde s'en fout. D'une façon générale, c'est dans la Constitution qu'est programmée l'impuissance politique du peuple, l'infantilisation des citoyens, traités comme des incapables politiques, qui peuvent rigoureusement rien décider eux-mêmes. Non seulement ils ne peuvent pas se défendre, mais ils ne peuvent rien décider, ils ne peuvent avoir aucune initiative. C'est dans la Constitution. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un endroit, dans un texte supérieur dont tout le monde se fout. Je ne sais pas si j'arrive à vous rendre sensible votre responsabilité personnelle dans votre impuissance politique. Il y a pire, hein. Point 12. C'est dans la Constitution que les représentants peuvent modifier eux-mêmes la Constitution, ce qui déjà est un scandale absolu. Hein. Et même pire encore, c'est dans la Constitution que les élus peuvent modifier la Constitution sans référendum, sans même nous demander notre avis. Réfléchissez, quoi. Hein. Vous appelez ça une Constitution? Constitution, c'est une protection. Hein. Quelle est la protection? C'est pas une protection, c'est une prison. C'est parce que vous ne l'écrivez pas. Hein. Point 13. C'est dans la Constitution que les mandats impératifs sont carrément interdits. C'est une blague. Au lieu d'être la règle normale. Le mandat, c'est la mission du représentant. Impératif, ça veut dire que s'il a promis quelque chose, ou si on lui a demandé de faire quelque chose, il doit le faire, et il est puni s'il ne le fait pas. Si c'est pas impératif, c'est indicatif, l'élu fait ce qu'il veut. Et là, il y a une interdiction, dans la Constitution, il y a une interdiction des mandats impératifs. Ça veut dire
On ne peut pas obliger les parlementaires à s'engager réellement sur leurs promesses électorales. C'est dans la Constitution que c'est prévu. Point 14. C'est encore dans la Constitution que les repris de justice, ceux qui ont été condamnés pour avoir volé, menti, triché, peuvent se représenter aux élections et être à nouveau candidats librement, au lieu d'être exclus à vie de la candidature. C'est dans la Constitution que ça se passe. Je continue. Point 15. C'est dans la Constitution que le vote blanc n'est pas respecté, qu'il est même méprisé, carrément mélangé avec les nuls, ce qui est humiliant, très symbolique, très emblématique de ce que fait notre anti-constitution avec nos suffrages. Le vote blanc, c'est un vote de protestation. C'est un vote qui sert à dire aux candidats, je vous trouve tous nuls, je veux que vous rentriez chez vous. Et si c'est un référendum, donc il n'y a pas de candidat, il s'agit de traiter une question, et dans ce cas-là, le vote blanc sert à dire je trouve votre question idiote, posez-moi une question intelligente, là j'ai pas envie de répondre. Et c'est incroyable qu'on méprise à ce point le vote de protestation. C'est dans la Constitution que ça se décide. C'est dans la Constitution qu'on décide de respecter le vote blanc ou de le mépriser. C'est encore une raison, encore un enjeu qui devrait vous conduire à vous occuper de la Constitution, à vous entraîner à l'écrire vous-même, à cesser de démissionner du processus constituant. Point 16, c'est dans la Constitution que les parlementaires fixent eux-mêmes leurs salaires, leurs impôts, leurs privilèges exorbitants, leur régime de chômage incroyablement favorable, de retraite encore plus, pendant que les mêmes parlementaires infligent aux citoyens des conditions de chômage, de retraite difficiles, de plus en plus dures, des bas salaires, de précarité. Eux se mettent à l'abri de tout ça de façon exorbitante du droit commun, on dit. C'est la Constitution qui permet ça. Si vous voulez que les députés prennent de meilleures lois, parce qu'ils sont eux-mêmes concernés par les lois qu'ils prennent, en leur interdisant de décider pour eux de régimes exorbitants du droit commun, il faut que vous l'écriviez dans la Constitution. Ce n'est pas raisonnable de votre part de vous désintéresser de la Constitution. Un des enjeux essentiels de la Constitution, c'est de séparer les pouvoirs. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 le disait déjà. Je vais vous lire le texte. Article 16 de la Déclaration de 1789. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. C'est extrêmement important ça. Ça fait longtemps qu'on sait que les pouvoirs ont une tendance naturelle à abuser de leur pouvoir et à devenir tyranniques. Et que, en fait, pour protéger les libertés, protéger les citoyens, il faut séparer les pouvoirs pour les diviser, les affaiblir. Et c'est pour ça qu'on avait parlé, depuis 1789, on parlait d'exécutif. L'exécutif étant un des pouvoirs qui ne peut qu'exécuter, mais qui ne peut pas légiférer. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit le même pouvoir qui détienne à la fois le pouvoir d'écrire les règles et ensuite de les appliquer avec la maîtrise des forces armées. Et donc on l'appelait exécutif exprès. Et en fait, tous les pouvoirs ont tendance à s'autonomiser. C'est naturel, c'est pas une question de personne, ça n'a rien à voir avec les personnes, c'est une observation éternelle que les pouvoirs ont tendance à s'autonomiser, c'est-à-dire à s'affranchir progressivement de tout contrôle. Mais la Constitution sert précisément à les empêcher de s'autonomiser de cette façon, pour nous protéger, nous, contre eux. Nous protéger, nous, les représentés, contre eux, les représentants. Et il y a un moment décisif, je crois, sur le plan des mots, où nous avons accepté une folie qui est d'appeler gouvernement l'exécutif. Et ça, à mon avis, c'est une folie de l'accepter. On ne devrait pas parler de gouvernement. Nous ne devrions pas accepter un gouvernement. Parce que le gouvernement, dans son nom, il y a déjà l'acceptation, il y a déjà le ferment
actif de l'abus de pouvoir, de la confusion des pouvoirs. Le gouvernement, après ça, quand il va gouverner, les opposants ne seront pas légitimes à s'opposer, à lui résister, parce qu'on va dire, attendez, laissez-le gouverner. Et donc, le simple fait de s'appeler gouvernement est déjà un signe fort d'abus de pouvoir en cours. Et c'est dans la Constitution que c'est permis, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais dans une autre Constitution que nous aurions écrite, nous pourrions interdire au gouvernement de s'appeler, interdire à l'exécutif de s'appeler gouvernement. Mais c'est évidemment pas le gouvernement, maintenant qu'il a pris le contrôle de la Constitution, qu'il a pris le contrôle du Parlement, qu'il a pris le contrôle de la justice, qu'il a pris le contrôle de... c'est pas lui qui va rétablir notre puissance et son propre contrôle. Donc c'est à vous de le faire, ça. C'est votre boulot. Personnellement, là, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous qui m'écoutez, faites comme si je vous parlais personnellement, les yeux dans les yeux. C'est votre boulot. C'est à vous de faire ça. C'est à vous d'écrire les règles qui vont empêcher les pouvoirs de s'autonomiser pour être sûr que vous n'en aurez rien à craindre. Et ça, vous pouvez le faire au niveau local, dans votre famille. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous entraîner à faire la constitution de la famille. Vous pouvez vous entraîner à faire la constitution de l'immeuble, la constitution de la commune. Ce seront les mêmes principes que vous appliquerez même qu'au niveau de l'État ou du continent ou du monde. Alors, point 18, approfondissons le point précédent. C'est donc dans la Constitution que l'exécutif peut écrire des lois. Bon, les lois émises par l'exécutif apportent un nom spécial, ça s'appelle des règlements. Ça peut prendre la forme de décrets, d'arrêtés, d'ordonnances, et même de façon indirecte et frauduleuse, félonne, sous forme de traités. Mais on se fiche des étiquettes fallacieuses. Elles portent un autre nom que loi, mais la confusion des pouvoirs est là. Il s'agit de normes de portée générale et sans limite de temps. Donc ce sont des lois au sens large. Donc le pouvoir réglementaire, et ce n'est pas spécifique à notre Constitution, c'est déjà le cas dans la 4e et dans la 3e avec les décrets-lois, le pouvoir réglementaire est une scandaleuse confusion des pouvoirs, dangereuse pour les libertés publiques. Et c'est dans la Constitution que c'est programmé. Autre enjeu politique majeur de la Constitution. C'est dans la Constitution que n'est pas prévu le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Mais c'est une anti-constitution, parce qu'elle n'a pas été écrite par les représentés, elle a été écrite par les représentants. Mais dans une vraie constitution, écrite par les représentés, par nous, serait prévu le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire le droit à notre propre initiative, de voter, c'est-à-dire de décider, au lieu d'être simplement ravalé au rang dégradant d'électeurs et de ne pouvoir qu'élire, c'est-à-dire renoncer à décider quoi que ce soit. Et donc, c'est tout à fait décisif, et ça se passe dans la Constitution. Je vais vous donner un exemple de ce que nous pourrions faire par le RIC, pour vous donner une idée des enjeux qui sont infinis, en fait. Enjeux politiques. Observant que nous sommes trahis par nos représentants depuis quelques décennies, des représentants qui détruisent un à un les services publics, détruisent la sécurité sociale, détruisent la Poste, détruisent EDF, GDF, détruisent France Télécom, etc. Détruisent tous les services publics les uns après les autres, le droit du travail, vendent les biens communs, vendent nos biens communs, les biens qui nous appartenaient, donc les autoroutes, Alstom, la liste est infinie, c'est incroyable, parce que, observant les trahisons de nos représentants, nous pourrions, par RIC, constituant, décider de monter au plus haut niveau du droit, donc dans la Constitution, une liste des services publics que nous voulons, que nous décidons, en tant que citoyens souverains, nous décidons de retirer ces services publics et ces biens communs des marchés et de la possibilité d'appropriation. Alors je vais vous donner une liste, tout ce qu'on a écrit nous dans la Constitution du plan C, depuis 20 ans. Et nous, on a prévu ceci.
Donc il y a un article chaque article est précédé d'une espèce d'affirmation solennelle. Petit e, l'État organise, finance et protège les services publics. Avec entre parenthèses, liste des services publics protégés. Aucune loi ne peut privatiser les services suivants, que les citoyens décident ici de gérer collectivement, sans but lucratif ni souci prioritaire de rentabilité. Donc la police, la justice et l'armée, comme dans tous les pays du monde, mais aussi les hôpitaux, les assurances sociales minimum, l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance retraite, la production et distribution de l'eau, la production et distribution de l'énergie, la grande distribution, réfléchissez à ça, l'éducation nationale, le transport, les transports par route, autoroute, voie ferrée, la recherche médicale et la production des matériels médicaux et des médicaments, les instituts statistiques, les instituts de sondage et la création monétaire. Vous pourriez en prévoir d'autres. Je veux dire, l'enjeu démarchandiser des produits aussi stratégiques, vitaux, essentiels, des produits et services, c'est un enjeu énorme. Et ça va se passer dans la Constitution. Est-ce que c'est raisonnable pour un citoyen digne de ce nom, vous voyez, quelqu'un qui pense assumer un rôle dans la société, un rôle positif, constructif, est-ce que c'est raisonnable de se désintéresser de la Constitution? Il me semble que non. Alors, point 20, attention, ça c'est super important. Concentrez-vous. C'est dans la Constitution que la monnaie n'est pas publique. Et donc qu'elle peut être privée. Comme c'est le cas aujourd'hui, puisque quand une banque vous fait crédit, elle crée la monnaie qu'elle vous prête. En fait, elle ne vous prête rien, elle crée la monnaie et c'est elle qui la détruit, c'est la banque privée qui la détruit quand vous remboursez. Et l'État n'a pas le droit de faire ça. Il a été privé de faire ça dans la Constitution. Ceci crée un enjeu politique majeur parce que c'est cette faiblesse de la Constitution qui changerait si vous l'écriviez, hein, mais c'est cette faiblesse qui rend possible, d'une part, le chantage quotidien des usuriers, le chantage à la dette universelle, qui sert à détruire l'État-providence, tous les services publics. Mais c'est cette disposition, cette faiblesse de la Constitution qui permet aussi la captation de l'impôt par les mêmes usuriers qui perçoivent des fortunes en intérêt de la dette publique, entre guillemets, ce qui est un appauvrissement général, en fait, de la puissance publique au profit de privilégiés. Et puis c'est cette même faiblesse de la Constitution qui n'interdit pas que la monnaie soit privée, qui n'oblige pas que la monnaie soit publique. C'est ça qui permet le coup d'État bancaire qu'on vit aujourd'hui, où les patrons des banques, au lieu d'être emprisonnés pour faillite frauduleuse, hein, comme en 2008, à l'occasion de chaque crise financière, en fait, hein, se retrouvent carrément à la tête des gouvernements. Dans une bonne constitution, la monnaie devrait être publique. Et le crédit devrait être un service public, sous contrôle citoyen et sans but lucratif. Ça, c'est un enjeu politique majeur de la Constitution, totalement méprisé par les militants. Je ne vous parle pas des gens éteints devant la télé, je vous parle des militants, des gens qui ont une réflexion politique et qui se tartinent totalement de leur impuissance politique et de leur impuissance monétaire. C'est dingue, quoi. Hein. Point 21, super important encore. C'est dans la Constitution que les médias et les journalistes ne sont pas protégés contre l'appropriation et la concentration par les 1%, c'est même pas 1%, c'est même pas 1 pour 1000. On est 40 millions, ils sont 10, c'est 1 pour 4 millions. Les plus riches. C'est la Constitution qui permet que tous les journaux du pays soient désormais sous le contrôle de 8 milliardaires. Ceci est absolument décisif, c'est un enjeu politique majeur qui interdit toute forme de démocratie. La démocratie, c'est l'expression des suffrages par les citoyens qui décident de leur sort et de leur vie.
Nos suffrages dépendent de nos opinions, et nos opinions ne peuvent se former que correctement informées. Si nous sommes désinformés, nous allons voter contre nos intérêts. Et c'est précisément ce qui se passe. C'est pour ça que les riches achètent les journaux et les médias. Cet enjeu est peut-être le plus important et le plus urgent. Et pourtant, tout le monde s'en fout de la Constitution. C'est incompréhensible. Le désintérêt des citoyens du texte qui pourrait les émanciper et qui, au lieu de ça, les enchaîne, est à la fois incompréhensible et désespérant. Point 22. Variante du cas précédent. C'est dans la Constitution que les médias ne sont pas affectés à la remontée de l'information depuis le peuple et qu'ils peuvent donc servir d'outils de formatage à sens unique, de propagande. L'information descend de haut en bas, toujours dans le même sens, vers le peuple, à qui on ne donne aucun droit sérieux de s'exprimer sur les ondes et de participer aux différents débats. C'est encore un enjeu considérable de la Constitution que d'interdire au peuple l'expression. Point 23, encore un enjeu politique colossal. C'est dans la Constitution française qu'est permis cet abus de droit scandaleux pour les élus de transférer la souveraineté populaire qui ne leur appartient pas à des organes hors contrôle, en intégrant la Constitution européenne dans la Constitution française, ce qui est déjà scandaleux, et de le faire sans référendum. Et même, encore pire, contre un référendum contraire, comme en 2008 contre 2005. Ceci pourrait, ce viol politique au plus haut niveau, crime contre l'État et contre la population, devrait être interdit par une constitution digne de ce nom. Point 24, je bascule sur l'aspect européen, qui est le deuxième mur d'enceinte à la Constitution, enfin l'anti-constitution européenne. Elle est un deuxième mur d'enceinte qui a été bâti autour de notre prison nationale française, Constitution de 58. C'est dans la Constitution européenne que l'État ne peut pas créer gratuitement la monnaie permanente dont il a besoin pour financer les investissements et les services publics. Et c'est donc dans la Constitution européenne aussi que l'État est rendu prisonnier des marchés financiers, c'est-à-dire en fait de quelques propriétaires de grandes banques mondiales, sous le joug des intérêts arbitraires d'une dette publique non nécessaire et ruineuse. Il faut comprendre que le piège monétaire qui avait été élaboré d'abord au niveau national a été étendu au niveau international et ainsi rendu inaccessible, beaucoup plus difficile à effacer. Ça va être beaucoup plus dur de revenir en arrière maintenant que c'est passé au niveau européen. C'est un enjeu tellement important que c'est extravagant que vous vous en foutiez de la Constitution. C'est une forme de sélection naturelle où vous méritez d'être détruit en étant aussi incapable de vous défendre et de cerner l'essentiel dans les attaques qui vous sont portées. Point 25. C'est pire encore, en fait, au niveau européen. Non seulement ils ont privé les États du droit de créer la monnaie, nos élus, mais en plus, c'est au niveau européen, international, qu'ils ont fixé définitivement et irrévocablement, vous ne pourrez plus y toucher une virgule, ce truc-là, une politique monétaire antisociale qui nous impose un chômage de masse systémique, lui aussi évidemment non nécessaire et ruineux, avec tous les bas salaires et la docilité qui vont avec. En imposant une lutte contre l'inflation comme priorité absolue à une banque centrale indépendante de nos votes surtout, parce qu'elle est dépendante des grands financiers de ce monde,
Et lutter contre l'inflation, ça se paye en chômage. Donc nous imposer de façon durable une politique monétaire uniquement destinée à l'inflation, à lutter contre l'inflation, c'est nous condamner au chômage. Le chômage de masse. Mais c'est pas un enjeu politique important, ça? Et c'est dans la Constitution européenne que c'est écrit. Hein. C'est dans la Constitution européenne que nous sommes condamnés au chômage de masse. C'est pas un enjeu suffisant pour vous occuper de la Constitution? Qu'est-ce qu'il vous faut? Point 26. Je suis désolé, c'est de plus en plus grave. C'est aussi dans la Constitution européenne, donc il est complètement inaccessible puisque ça se modifie à 27 pays, hein, à l'unanimité. Donc c'est encore dans la Constitution européenne qu'est imposé le libre-échange. Révoltant, révoltant libre-échange, qui consiste à mettre en concurrence nos travailleurs avec des pays, avec les travailleurs de pays esclavagistes qui n'ont pas de contraintes sociales, ils ne payent pas les gens, il n'y a pas de droit du travail là-bas, pas de contraintes environnementales, ils polluent comme ils veulent, donc pas les coûts, hein. Pas de contraintes fiscales, souvent les impôts ils sont faibles, et donc la compétitivité de ces pays esclavagistes, elle est inaccessible pour nous. On va perdre, on va tout perdre. On va tout perdre d'ailleurs. Tous les pays qui appliquent le libre-échange perdent tout, se ruinent, tous. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas un pays qui se soit enrichi avec le libre-échange. Tous se sont appauvris. Le libre-échange est bon, j'y reviendrai. C'est une idéologie d'empire contre ces colonies. Et l'enjeu là du libre-échange, c'est que cette concurrence déloyale crée du chômage, des bas salaires, la désindustrialisation, c'est-à-dire la destruction de tout l'appareil de production, un déficit monstrueux de la balance commerciale, donc avec une dépendance et un endettement explosif, et l'appauvrissement général. Enfin, si vous ne voyez pas l'enjeu politique de la Constitution qui vous impose le libre-échange, je crois que le mot débile veut dire étymologiquement incapable de se défendre. C'est pas du tout une fatalité, ça dépend de vous, quoi. Hein. Est-ce que vous voyez l'enjeu politique de la Constitution pour ce qui concerne le libre-échange? C'est lié à vos salaires, c'est lié à vos conditions de travail, c'est lié à votre souveraineté. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous bouger, quoi, pour vous engager? Point 27. Vous croyez que c'est fini? Pas du tout. C'est pire encore. C'est encore dans la Constitution européenne qu'est imposée la libre circulation des capitaux. Et donc les délocalisations et la désindustrialisation qui en découlent forcément. Avec le chômage, les bas salaires et la misère qui vont avec. Tous les outils du chantage des riches contre les pauvres sont maintenant gravés dans le marbre de la Constitution européenne qui ne peut plus se modifier qu'à l'unanimité. C'est criminel d'avoir mis des politiques économiques aussi antisociales dans une constitution de niveau international et sans nous permettre de nous y opposer. Donc il y a un transfert de souveraineté criminel, de haute trahison par les élus et par les ministres, par les présidents depuis 50 ans. Et qui devrait vous mobiliser. Je dis, on est là à discutailler sur des couillonnades, des conneries législatives, quoi, hein, pour ou contre le nucléaire, pour ou contre je sais quel autre sujet secondaire, alors que nos pays sont en train d'être dévastés par des mesures qui sont gravées dans la Constitution européenne, des mesures économiques
quand je dis contraire à l'intérêt général, c'est un euphémisme. C'est pire, c'est bien pire que ça. C'est violemment contraire à la survie des peuples dans leur pays. Et vous vous en foutez? Vous vous foutez de la Constitution? Réfléchissez. Bon, point 28. Finalement, pour résumer, c'est dans la Constitution européenne que nous sont imposés les bas salaires et donc les hauts profits, grâce à des outils terroristes, parce que c'est fait exprès, que sont le chômage et la précarité systémique, imposés dans les institutions. Il me semble que le moins qu'on puisse dire, c'est que la Constitution porte là un enjeu politique. Un enjeu, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner et à perdre. Enfin, il me semble que ça fait une bonne raison de s'en occuper au lieu de s'en foutre. Bon, 29e et dernier point, comme un point d'orgue, en prenant le problème différemment. Comme par hasard, les multinationales et les banques, manifestement moins bêtes que nous, ça c'est clair, écrivent elles-mêmes ou font écrire par une armée de juristes prostitués l'anticonstitution européenne. Il me semble que le fait que les dominants s'occupent eux de la Constitution, de l'écrire, devrait servir aux dominés, à nous, d'indice fort qu'il se passe là quelque chose d'important, un texte porteur d'un enjeu important qui devrait nous inciter à y travailler au lieu de nous en désintéresser. Donc dans les vidéos suivantes, ce que j'essaierai de faire, c'est de creuser chacun de ces points en donnant des exemples, en approfondissant, quoi, hein. Là, je l'ai survolé rapidement pour que vous voyez, je sais pas, en une demi-heure que c'est grave, quoi, c'est un texte important. Et puis après ça, on va y travailler pour essayer de vous aider à devenir constituant, vous et vos enfants. J'espère que ça va marcher ce coup-ci, je sais pas, j'ai besoin de vous.